Bonsoir, bienvenue sur JDR Factory dans cet épisode de Jouons avec. Et cette fois-ci, nous allons parler du maître du jeu, et pas avec n'importe qui, avec Mathieu B. Générique. Donc, jouons avec. On s'est dit qu'à un moment ou à un autre, on allait se poser la question, est-ce qu'on peut jouer avec le MJ? Alors, qu'est-ce que c'est le MJ? Je pense que si vous êtes là, vous devez avoir l'habitude de ce qu'est le MJ, c'est-à-dire la personne qui est l'interface entre vous et le monde, souvent celui qui a écrit ou créé le scénario dans lequel vous avez joué, et qui va vous faire tous les personnages non-joueurs, qui va connaître les règles sur le bout des doigts, et qui va vous présenter les dangers et les problèmes que vous allez devoir régler comme en tant que joueur. Et pour plein de monde, le MJ, c'est évidemment la personne la plus importante, la personne sans laquelle le jeu de rôle ne pourrait pas se faire. Et donc, on peut se demander, mais est-ce que le MJ est impossible à dépasser? On ne peut pas jouer sans MJ, c'est pas possible. Eh bien, sur le net, il y a un trublion, un foufou, un Mathieu B, donc double Mathieu ce soir pour vous, avec son site, je crois qu'il s'appelle... C'est pas du jeu de rôle, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, un truc Je comme ça, crois, ouais. je crois. Et donc, avant de rentrer plus avant dans la discussion, le MJ, est-ce qu'on peut jouer avec ce concept et est-ce qu'on peut s'en passer ou je ne sais pas, on va voir ce qu'on peut faire avec le MJ. Est-ce que tu veux te présenter et dire à nos spectateurs qui tu es, ce que tu fais exactement sur ton site ou ailleurs? Ok. Eh bien, ouais, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Mathieu, comme mon hôte, mais avec deux T. Sur Internet, j'ai un pseudo, c'est Mathieu B. Je suis rôliste depuis le lycée. J'ai découvert ça par des potes, par des copains avec qui on tournait, on s'ennuyait, on faisait du wargame, on faisait plein de choses et on faisait du jeu de rôle aussi. Euh, Et c'est resté une petite passion depuis mes années lycée que j'ai repris il y a une dizaine d'années. Voilà, je suis juste un rôliste qui à la base a eu envie un jour de faire un petit retour sur tout ce que les différentes communautés de rôlistes m'avaient apporté au fur et à mesure de mes parties, en me disant bah tiens mais moi aussi je vais partager un petit peu ce à quoi je joue. Et puis ça c'était en début 2018. J'avais lancé un blog qui s'appelle c'est pas du JDR.fr. Et en fait, je me suis pris au jeu de faire des petites critiques, de faire des petites traductions, de parler de jeux en fait dont je trouvais pas mal, sur lesquels je trouvais du contenu en anglais, mais finalement très peu en français. Et je me suis dit, bah, ça est l'occasion de parler un petit peu des jeux auxquels je joue, également des découvertes que je fais, des gens que je rencontre. Je publie depuis quelques temps des petites interviews de rôlistes, d'auteurs, d'illustrateurs, d'illustratrices que j'aime bien. Et voilà, et c'est mon gros kiff aujourd'hui parce que ça m'apporte plein de choses. Le fait de publier des choses, eh ben, les gens sont contents, ils m'en parlent, ils me font des retours et ça entretient un petit peu la machine tout seul, quoi. Donc c'est voilà. Donc, le site s'appelle C'est pas du JDR, mais pourquoi ce nom? Parce que ce que tu fais, c'est pas du Ah oui, JDR? c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Ça s'appelle c'est pas du JDR parce qu'il y a des moments où on se disait mais ce à quoi on est en train de jouer là, est-ce que c'est encore vraiment du jeu de rôle ou pas? Parce qu'en fin de compte, on est en train de jouer à un jeu où on n'a pas préparé de scénario, où il n'y a pas un seul MJ, seul et unique pendant toute la partie. On est un peu tous MJ en fait. Du coup, est-ce que c'est encore du JDR? C'était un peu la blague. Fin 2017, l'idée du blog a germé. Je me suis dit, je vais réserver un nom de domaine rigolo qui fera un petit peu la blague. Du coup, j'ai appelé ça. C'est pas du JDR parce que c'est vrai que, alors, bien entendu, quand on joue au jeu de rôle, il nous faut un MJ. Il nous faut un rôle de MJ à la table, mais au final, ce rôle de MJ, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses, et ça date pas d'hier surtout. Ça date pas d'hier, le fait que les rôlistes s'amusent avec le rôle du MJ à la table. Donc voilà. Le MJ, sur le principe, euh, c'est très important dans une partie de jeu de rôle, comme tu disais dans l'introduction, parce que ça remplit plein de rôles très importants. Avoir préparé un scénario, avoir réfléchi un petit peu à un univers, à des intrigues. Si on bosse en campagne, si on joue en campagne, c'est d'avoir bossé une suite de scénarios, ou au moins d'arcs narratifs, d'avoir préparé des PNJ, d'avoir de quoi en avoir sous la pédale.
Mais au final, on peut également s'amuser autrement avec ce rôle de MJ. C'est-à-dire qu'il y a, de la même façon qu'il y a des jeux qui remplacent les dés par des cartes, des jeux qui se jouent sans aléatoire, des jeux qui se jouent sans scénario, des jeux qui se jouent sans préparation, on peut aussi s'amuser avec le rôle de MJ et pourquoi pas en faire autre chose. Alors c'est des jeux qui du coup sont différents des parties de jeux de rôle qu'on a l'habitude de voir. Hein. Moi-même pendant très longtemps, hein, j'ai joué avec un MJ à table, j'ai bossé des systèmes de combat, j'ai bossé des scénarios, j'ai écrit plein de trucs. C'était il y a longtemps, c'était dans ma première période de rôliste dans les années 90-2000. Et puis un jour, j'ai découvert un jeu qui s'appelle Fiasco, dans lequel, en fin de compte, on arrivait à s'amuser de la même façon, sans forcément avoir une personne qui s'occupait de l'univers des PNJ et du scénario. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça comment c'est possible et pourquoi c'est fun, quoi. Et en creusant un petit peu, en fait, il y a mille et une façons de s'amuser effectivement avec le rôle de MJ, de le dispatcher entre les joueurs, de s'en passer complètement. Je veux dire, depuis les années 70, il y a des rôlistes qui jouent à des jeux solo, par exemple. Euh, Notamment quelques illustres personnes, hein, comme Gary Gygax, qui ont publié dès 1975 des jeux solo dans des revues de rôlistes. Et ouais, ça se fait en fait, ça se fait. Alors du coup, les parties sont très différentes de celles qu'on a l'habitude de jouer quand le MJ est là, quand le MJ ou la MJ est là à préparer un scénario et tout, quoi. Mais c'est fun, quoi. Ça fait des parties dont on reparle encore des années après. Ça fait le taf, quoi. Alors, pour aller plus en détail sur le MJ, je pense qu'il y a un truc qui pourrait peut-être nous aider à dresser un chemin à suivre pour essayer de guider des gens qui pourraient être intéressés de voir, tiens, qu'est-ce que c'est vraiment le jeu sans MJ ou ouais, tous MJ, puisque c'est ça en fait, c'est pas vraiment sans MJ, c'est tous MJ, l'idée. Bah ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si s'il n'y a pas un MJ, qu'est-ce qui fait le MJ, quoi? Qu'est-ce qui fait le MJ? Et puis en fonction des attentes, en fonction de ce à quoi on s'attend à jouer dans la partie, eh ben il peut soit pas du tout y avoir de MJ. À ce moment-là, c'est un peu le jeu qui est MJ. Et, pensez un peu au livre dont vous êtes le héros, par exemple, dans lequel en fait on s'amuse, on suit une trame. Et c'est en fin de compte le livre dont vous êtes le héros qu'on a sous les mains, qui va décrire l'univers, qui va décrire ce qui se passe. Il y a des jeux qui font ça, qui te prennent par la main. On joue à plusieurs, et c'est le jeu qui va vraiment, étape par étape, nous guider, scène par scène, va nous guider, et va nous proposer des challenges, va nous proposer d'incarner toujours des personnages, de faire du RP et tout. Mais c'est vraiment le jeu qui va mener ça. Donc ça, c'est une première façon. L'autre façon, c'est effectivement d'avoir un MJ qui va tourner. Pareil, c'est pas neuf, hein, parce que les MJ qui tournent, ça existe depuis les années 80, dans les jeux publiés en tout cas, dans le commerce. Il y a eu notamment cette fameuse notion de jeu en troupe, où au final le MJ changeait soit de scénario en scénario, soit de scène en scène. Euh, donc on peut effectivement avoir un mode tous MJ où à tour de rôle on est chacun à son tour MJ, quoi. Voilà. Donc en fait, quand on parle de MJ, globalement, si on retire le masque, c'est qui est-ce qui a l'autorité narrative? Parce qu'en fait, c'est ça Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, C'est-à-dire, c'est à un est-ce moment qu'on... donné, c'est qui décide de ce qui se passe, que ce qui a dit à un moment donné, à un instant T, arrive vraiment dans notre histoire, quoi. Mm. Donc, l'autorité narrative, comme tu le dis, ça peut être soit la mécanique qui t'impose une autorité narrative. On en a beaucoup parlé sur cette chaîne, mais par exemple dans les Power Basic Apocalypse, où c'est un jeu où il y a un MJ, mais c'est un jeu où le rôle du MJ est souvent moins grand que dans des jeux de rôle plus classiques, parce que justement la mécanique, de temps en temps, prend l'autorité narrative. Elle dit, c'est ça qui doit arriver, parce que tu as fait ça, dans les résultats, il y a des moves qui imposent une autorité narrative, donc le système peut prendre le pas. Et évidemment, il y a aussi des jeux qui vont déterminer autour de la table quel est l'ensemble des pouvoirs que tu as sur la narration. Tu prends l'exemple de Fiasco. Dans Mm. Fiasco, c'est très clair, tu dois décrire une scène, tu es maître de cette scène-là, mais il y a un moment, tu prends un dé et tu dois décider, en fait, si c'est les autres qui doivent conclure pour toi la scène, en disant elle doit se terminer bien ou pas bien, ou si c'est les autres qui te décrivent la scène dans laquelle tu te retrouves, et c'est toi qui décides si ça se termine bien ou pas bien. Donc, Mm. là, ce simple fait dans Fiasco, ça permet de cadrer
quelles sont tes limites et jusqu'où tu peux aller. Et l'intérêt de jouer avec les autres, c'est qu'ils vont te mettre au défi, en fait, de réaliser une scène passionnante. Donc, effectivement, c'est un jeu où, on va dire, dans les jeux que moi je crois connaître sur tous MJ ou sans MJ, c'est un des jeux où le rôle est le plus flou parce que, au du MJ. Parce que les rôles sont, comment dire, les joueurs ont influence un petit peu quand c'est toi qui parles, mais leur influence n'est pas énorme. C'est-à-dire que c'est quand même toi qui maîtrises ta partie, quoi. Mm. Ouais, c'est vrai, ouais. Et donc, est-ce qu'il y a des Mm. jeux comme ça où l'influence des autres est plus... Est-ce que c'est toujours comme ça? C'est-à-dire que c'est toujours... Quand c'est à toi de parler, t'es le maître absolu de ton histoire? Ou est-ce qu'il y a des jeux où les autres peuvent t'embêter ou te mettre plus d'impact ou en fait faire le rôle du MJ dans ce qui t'arrive, dans ce qui arrive à ton personnage? Eh ben, oui, tout à fait, ouais. Hein, parce qu'en fait, en fin de compte, ce concept qu'on appelle la narration partagée. Alors, en fin de compte, la narration, elle est toujours partagée hein, pendant une partie de jeu de rôle parce que ne serait-ce que les joueurs, ils ont la libre narration de leur personnage, ils incarnent leur personnage, ils disent bien ce qu'ils veulent lui faire dire. Mais cette notion de narration partagée, en fait, c'est un curseur. C'est-à-dire qu'on peut la mettre à zéro. Ça ferait des jeux un peu, un peu très très mécaniques. On peut la pousser à 11%, à 110%, et à 110%, ça veut dire que dès que quelqu'un prend la parole, et ben, ce qu'il dit arrive dans la fiction, arrive dans l'univers de jeu, arrive dans la partie. Et c'est validé de facto à partir du moment où une personne le dit. Donc tu as des jeux comme Fiasco où effectivement, il y a un joueur qui est sous les projecteurs, et c'est lui qui par exemple va cadrer la scène par exemple, et a un petit peu une autorité là-dessus. Puis il y a des jeux où c'est complètement libre où on s'en fiche en fait de savoir qui a le dernier mot, parce que c'est simplement le fait de le dire qui fait que ça fonctionne et que c'est acté. Quelqu'un dit, bah, tout d'un coup il pleut, tout d'un coup le train arrive, tout d'un coup la porte s'ouvre, il y a 12 ninjas derrière, et bah ça arrive, c'est comme ça. Et alors, est-ce qu'il y a des... Parce qu'en fait, au bout d'un moment, je me pose la question, quand il n'y a plus du tout de règles et que chacun prend sa parole, à son bâton de parole et parle, on revient presque à l'acte du conte au coin du feu. C'est-à-dire qu'autour du feu, on passe son bâton de parole, on raconte chacun son histoire, et quand c'est toi qui racontes, tu es maître de ton histoire, et puis quand tu passes le bâton de parole, la personne qui est après peut broder sur ce que tu as fait. Enfin, c'est le principe des contes Ouais, c'est vrai, ouais, ouais, ouais. depuis... voilà. Et donc j'imagine qu'il y a quand même des jeux qui, par leurs règles, transforment la chose en une expérience qui n'est pas exactement le conte au coin du feu et qui ont un apport dans ces règles pour créer une ambiance très particulière. Ouais, tout à fait, ouais, parce qu'effectivement, la grosse différence entre le conte et au coin du feu et le jeu de rôle, c'est la notion de jeu. C'est-à-dire qu'il va y avoir des règles qui sont apportées et on va ludifier tout ça. Euh, mais ça peut très bien effectivement fonctionner avec un bâton de parole. J'ai pas d'exemple en tête comme ça avec des bâtons de parole, mais D'accord, mais et donc moi ce qui euh, m'intéresse, c'est peut-être- tu connais est-ce que tu as des jeux, des exemples à donner de jeux qui ont des mécaniques spécifiques pour jouer ce rôle soit de qui a le droit à la parole, quel est le champ des possibles quand il a la parole, et qu'est-ce que ces mécaniques apportent, comment elles font vivre la spécificité du jeu en question. alors j'ai plein d'exemples en tête, hein, bien sûr. Oui. Euh, celui qui m'occupe vraiment le plus en ce moment, parce que c'est vraiment mon plaisir du moment, c'est les jeux Belonging Outside Belonging, qu'on a abrégé en Bob, parce que c'est rigolo, qui sont des jeux PBTA dans lesquels on a enlevé le rôle du MC et on a enlevé l'aléatoire. Très simplement, on va créer un personnage avec un livret comme dans un PBTA, mais en plus de ça, sur la table de jeu, il va y avoir différentes fiches qui vont représenter les thématiques du jeu. Imagine tu joues à un Monsters of the Week transformé en Bob. Ça voudrait dire par exemple, chacun crée son chasseur de monstres. Et au milieu de la table, on a par exemple la thématique de la chasse, la thématique des civils, de la famille et des rapports au quotidien, c'est-à-dire ce que sont les hunters, les chasseurs de monstres quand ils retournent à la vie normale. Une fiche qui pourrait être par exemple les autorités, l'armée, la police, les gens qui sont pas habitués au surnaturel, mais qui sont quand même là pour essayer d'avoir une sorte d'essayer de faire respecter un semblant d'ordre dans cet univers. Bah, ces fiches-là,
qu'on appelle des fiches de cadre. Elles sont posées sur la table et n'importe qui peut s'en emparer pour tout d'un coup décréter qu'il va y arriver, il va arriver quelque chose dans la fiction euh, par rapport à ces différentes thématiques. Tout d'un coup, on est en pleine chasse et tu étais très discret avec ton tueur de vampires, mais il y a ton téléphone qui sonne et c'est ta mère qui est au téléphone. Et bien entendu, le téléphone sonne et c'est la panique. Tout de suite, tu es repéré, il se passe quelque chose. Et ben, c'est un joueur qui s'est saisi du cadre de la famille et des civils et qui t'appelle à ce moment-là au téléphone, quoi. Donc c'est une sorte de. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a un moment donné, pour pouvoir jouer à ces jeux-là, un peu comme le conte au coin du feu avec le principe du bâton de parole et du tour de parole, il y a un certain flow en fait qu'il faut, euh, qu'il faut avoir compris, qui est expliqué par le jeu. Et on peut pas jouer le même type d'histoire quand tout le monde peut prendre la parole à n'importe quel moment et dire quelque chose et ça devient vrai dans l'univers de la partie. Et à contrario, avoir un MJ qui centralise tout ça. C'est d'autres types d'histoires. On joue d'autres types de fiction. Si on ramène ça à des séries, on joue d'autres types de séries Netflix. On est plus en général sur des fictions un peu chorales, façon série HBO, il y a plein de PJ, plein de PNJ et plein de relations entre eux. Mais ça mérite d'être joué, en tout cas, ça fait plaisir à beaucoup de monde, quoi. Donc Ça, c'est d'autres plaisirs qui sont recherchés. j'en doute pas une seconde, mais moi, ce que j'essaie de mettre en avant, c'est en quoi telle ou telle mécanique va orienter le jeu d'une certaine manière. Parce qu'on a décrit le jeu le plus systemless qui soit, c'est le compte au coin du feu, une seule règle, le bâton, on le passe. Donc ça, c'est vraiment le truc qui date depuis l'histoire de l'humanité, quoi. C'est le premier des jeux de rôle, Mhm. celui dont tout le monde a joué depuis que l'humanité est capable de rêver et de se raconter des histoires. Et donc c'est très bien. Mais quand il y a le jeu de rôle qui arrive et qui te permet d'avoir des règles ou autres, et qui va donc complexifier peut-être les choses, ou peut-être orienter la narration d'une certaine manière, on obtient des expériences avec un caractère particulier. Ce que tu décrivais, les mots sur la table, c'est très intéressant. C'est un mécanique. Par exemple, on a envie de jouer à des jeux d'espions, tu vas mettre sur la table que des cartes avec des tropes du jeu d'espion. Et les gens Ouais, pourront c'est s'en ça. saisir pour s'assurer que l'histoire qu'ils racontent reste dans le trope. Parce que C'est ça. c'est la règle qui permet que tout d'un coup, on joue à un jeu d'espion, il n'y a pas un mec qui dit ah, ouais, moi je suis un toon, j'arrive avec un marteau magique, et bah, tu vois, donc Mhm. ça peut avoir son intérêt quand même de cadrer la fiction d'une manière ou d'une autre. Moi j'avais entendu parler d'un jeu qui s'appelait Polaris, qui est le jeu de Bob Lehman, qui est un des piliers de The Forge, hein, qui est le Ben, ouais, Ben Ben Lehman, Lehman. oui, Ouais. Mhm. et qui était un jeu qu'il avait écrit pour un game chef et qui est un jeu donc, qui cadre beaucoup déjà l'ambiance, c'est-à-dire vous êtes des elfes dans un monde arctique, le soleil revient et fait fondre votre monde, et quoi qu'il arrive, votre monde est perdu, et vous allez raconter votre destin dans cet univers-là. Donc à chaque fois qu'on fait une partie, on part avec le même trope, et il me semble que chaque joueur, quand il y en a un qui est sous les projecteurs, les autres, il y en a un qui a le droit de faire les décors, il y en a un qui fait les monstres, il y en a un qui fait... Enfin, les autres joueurs autour de la table Ouais. jouent tous en même temps, parce qu'ils ont chacun leur rôle qui est décrit. Alors, dis-moi si je me trompe quand je décris ça, Ouais, ou si tu... c'est un jeu très mécanisé. Alors c'est Polaris, le jeu qui fait glagla, et pas Polaris, le jeu où on fait glouglou. Glouglou, C'est oui. Tout à fait. c'est pas le Polaris que tout le monde connaît, qui se passe sous l'eau, qui est maintenant un certain âge déjà ce jeu. C'était un jeu qui effectivement a émergé au milieu des années 2000, qui se joue exclusivement à 4 joueurs. 4 joueurs, on s'assoit tous les 4 autour d'une table. Et il y a un petit rituel, c'est-à-dire que effectivement, quand tu joues ton chevalier qui va lutter contre des forces démoniaques, parce que non seulement c'est la fin de la civilisation, mais il y a aussi des démons qui se rajoutent là-dessus. C'est un truc, c'est un peu dark, quoi. Quand tu es assis, les 3 autres joueurs sont en face de toi, à ta gauche, à ta droite, et en fonction de la position de ces joueurs, ils ont chacun un rôle bien particulier dans l'histoire. Alors, j'ai plus exactement en tête, hein, mais grosso modo, tu vas avoir pareil, un peu comme je te disais tout à l'heure, il va y avoir les amis, il va y avoir les démons, et puis il va y avoir, je sais plus quel est le rôle du troisième joueur à ce moment-là. Mais à ce moment-là, quand tu prends la parole, c'est ton personnage de chevalier qui est au centre de l'action, et grosso modo, il va en prendre plein la figure, il va lui arriver plein de choses. Je finis ma scène, on tourne, la personne qui était à ma gauche devient le chevalier, je deviens pour lui peut-être les démons. C'est moi qui va prendre le rôle des démons qui va affronter dans cet univers. Et pareil, les rôles de tous les autres personnages tournent
dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la table. Et ça fonctionne comme ça, par succession, tac, 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 tac. C'est très mécanique et c'est très. Tu vois, on parlait de forcément le système qui crée un certain type de fiction. Dans Polaris de Ben Lehman, forcément, on va créer des histoires qui vont parler de 4 chevaliers qui vont en prendre plein la figure. Mais ces 4 chevaliers, ça va plutôt créer 4 trames d'histoires un peu parallèles. Euh, Très rarement, les histoires vont se recroiser. Alors, on est dans le même univers, on joue sur la même unité de temps et de lieu, mais du fait que ce soit chacun son tour d'être sous le spotlight, sous la caméra, ça fait une histoire où on va au final assez peu croiser les personnages des autres joueurs. D'accord. Mais donc dans ce cas-là, on segmente l'autorité, le spectre de l'autorité narrative de chaque joueur est segmenté par les règles. C'est-à-dire, toi, tu as le droit de faire ça, toi, tu as le droit C'est ça. d'interrompre le chevalier sous les spotlights avec tel problème parce que tu es le Mm. démon, toi, parce que tu es le décor ou la glace, etc. C'est une Ouais, c'est ça, manière ouais. de découper l'autorité narrative parmi les joueurs autour de la table. Ouais, exactement. Ouais. Ce que j'entends beaucoup et ce que j'ai vécu moi en jouant à des jeux donc tous MJ, c'est que tu dis c'est souvent des trames parallèles et elles se recroisent rarement. Je sais qu'avec Fiasco, c'est le jeu que j'ai le plus pratiqué dans ces jeux-là, on arrive à créer de l'interaction entre les joueurs parce que Bien tu peux sûr. t'inviter dans une scène en tant que PNJ et venir, genre tu dis eh ben, je vais voir l'amant de ma femme pour l'emmerder, et il y en a un qui dit oui mais il y a une concierge avant, il joue la concierge, et hop, t'as une interaction entre toi et la concierge avant d'aller rencontrer l'amant de ta femme. Et puis surtout, tous les joueurs ont des liens entre eux à Fiasco, ça c'est très important, c'est-à-dire que tu dois déterminer avec lequel tu as un lien tu as des mots-clés pour être sûr de t'assurer que l'histoire est là où tu veux. Et donc tu vas par exemple, on a une relation de coucherie ensemble, ou d'argent, ou d'arnaque, ou de pigeons et de pigeonnés, et donc ça crée des interactions dans le jeu. Je me demandais s'il y avait d'autres jeux qui permettaient que les joueurs jouent ensemble plutôt que de raconter comme dans Polaris, chacun son histoire et les joueurs Ah jouent ouais, ensemble, ouais, c'est ouais. vrai, mais il y a pas beaucoup d'interaction entre les PJ, quoi. Bah, énormément, ouais, ouais, bien entendu, hein, parce que voilà, Polaris, c'est vraiment un type d'histoire bien particulier. Je sais, moi, j'ai jamais joué à ce jeu, mais je sais même pas si je m'y amuserais en fin de compte, parce que moi, ce qui m'amuse beaucoup, effectivement, c'est les relations entre les personnages joueurs. En fait, il existe une foultitude, hein, vraiment, il y a des centaines et des centaines de références qui tournent autour de ça. Moi, je peux te parler d'un jeu auquel j'ai pas mal joué lors du premier confinement l'année dernière avec mes filles, qui avaient à l'époque 4 et 7 ans. Ça s'appelle Petites Histoires. C'est un jeu qui propose encore un autre découpage. Et il y a énormément d'interactions entre les joueurs, mais sur la même faction mais à la différence de Polaris, là on joue un seul et même personnage. C'est encore une autre proposition. D'accord. Et chaque joueur va avoir un rôle différent. Tantôt, tu vas avoir le personnage qui va pouvoir dire, le joueur qui va pouvoir dire ce que tente le personnage, celui qui va décider si l'action qu'il tente est réussie ou pas, et celui qui va ajouter des complications à l'histoire. Ouais, c'est D'accord. encore une autre façon de découper ça. Euh, pour les jeux, un autre jeu sans MJ que j'aime beaucoup, euh, c'est Mobile Crime Zero Firebrands. C'est un jeu de Dee Vincent Baker dans lequel on joue des pilotes de méca adolescents au grand cœur qui pilotent donc des gros robots qui vont se friter sur la figure, qui vont avoir des histoires de romance, de coucherie, qui vont se faire la guerre, qui vont casser des gros immeubles, tirer avec des gros rayons de gamma et tout. C'est encore un autre principe. Et là, on est vraiment à fond, à 200% dans l'interaction entre les PJ, puisque à chaque fois que un joueur, c'est à son tour de jouer, il va choisir un petit jeu dans lequel sont invités les autres joueurs au cours de ce jeu, et il va y avoir de l'interaction à fond les ballons là-dessus, quoi. Donc, j'ai envie de vous dire, Non, mais qu'est-ce que si t'appelles vous êtes, si, qu'est-ce si que vous êtes t'appelles la curieux, petite... si vous êtes curieux de ce genre de choses, allez voir, c'est pas du JDR, allez voir sur Itch.io ce qui est proposé. Il y a énormément de jeux aujourd'hui qui permettent de faire ça, et il y a mille et une mécaniques pour le faire, quoi, c'est clair. Donc, quelle mécanique tu voudrais mettre en avant particulièrement Oh, tu me Il y a poses une- une colle là. Ouais. Bah, je sais pas, je crois que t'aimais beaucoup For the Queen, t'as beaucoup bossé sur For the Queen, il me semble que t'as créé Alors, carrément un... j'ai pas travaillé directement sur Force the Queen, on va dire que ouais, voilà. Bah, pour parler de Force the Queen, donc pour la Reine en français, le jeu est sorti un petit peu avant Noël l'année dernière. C'est un jeu narratif, un peu sur le modèle de Oui, Seigneur des Ténèbres, où on va tirer des cartes.
Et sur ces cartes, il y a des questions. Les questions vous sont adressées. À mon tour, je tire une carte sur laquelle il y a une question qui est posée à mon personnage. Je vais y répondre. Et en y répondant, les autres joueurs sont amenés, à travers leur personnage ou non, à me poser des questions. À me poser des questions. Et là, je vais développer mon personnage. On tire des cartes, on tire des cartes, on tire des cartes, on tire des cartes. Et petit à petit, les gens rentrent dans leur personnage et on quitte un petit peu. On est vraiment à la frontière. C'est vraiment un jeu qui est excellent parce qu'il est à la frontière entre vraiment le jeu narratif à la Oui, Seigneur des Ténèbres et le jeu de rôle. Parce que de carte en carte, on va être amené à plonger de plus en plus dans nos personnages et au final à les incarner ou pas. Il y a aussi des parties dans lesquelles on reste très jeu de société où au final il y a très peu d'interaction. Tu fais la différence, toi, entre le jeu narratif et le jeu de rôle. Donc, pour toi, il y a une... c'est quoi la frontière? Pourquoi tu dis jeu de société Parce que j'ai l'habitude d'avoir de m'intéresser à des jeux qui sont quand même vachement à la frontière entre pas mal de choses. Pour moi, le jeu de société, c'est quoi? C'est beaucoup de mécanique et très peu de RP. Le jeu narratif, c'est du RP, mais en fin de compte, on peut jouer chacun dans son coin et le jeu joue un petit peu tout seul et ça se passe très bien comme ça, c'est très fun comme ça. Et le jeu de rôle, c'est quand on commence vraiment à s'imaginer un univers, à se répondre, à créer de l'échange entre les joueurs. C'est vraiment le fait d'être immergé dans son personnage et le faire le parler à la première personne ou à la troisième personne, mais vraiment commencer à se sentir vraiment, à se sentir vraiment en contrôle et immergé dans quelque chose, dans une belle histoire, quoi. Donc, dans cette définition que toi, tu te donnes du jeu de rôle, For the Queen, donc pour la reine, ne rentre pas dans cette définition. C'est compliqué. Ah, ah, Joker, d'accord, ouais, pour non moi, c'est mais... un jeu de rôle et c'est un jeu de rôle jeu narratif. Parce que Fiasco, pour le C'est, coup, rentre dans ta définition, hein. Dans Fiasco, tu il y a, interprètes ton personnage et tu... il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans ma définition des jeux de rôle. mais- Mais au final, le jeu solo, par exemple, est un jeu de rôle. Ce qui n'est pas forcément simple et intuitif de premier abord, par exemple, Mhm. parce que quand on joue à un jeu solo, on est à la fois le PJ, voire les PJ, et le maître du jeu. Euh, Comment ça fonctionne quand je suis l'habitude d'arriver et de rejoindre une table où il y a 4 ou 5 personnes, dont un MJ, et d'incarner un seul personnage. C'est une petite gymnastique, et en fin de compte, tous ces jeux-là, jeux narratifs, jeux solo, etc., flirtent avec plusieurs frontières. Et c'est vraiment à chacun, je pense, de se faire son avis là-dessus et de se dire, est-ce que ce que j'ai vécu, c'était un jeu de rôle ou pas, quoi. D'accord. Mais il y a une autre chose que j'aime bien, moi, essayer de faire jaillir avec cette émission, les jouons avec, ce que Axel et moi, d'ailleurs, nous aimons bien faire, c'est essayer de remettre en perspective toutes ces expérimentations narrativo-ludiques, pour être très large. Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter à la pratique du jeu de rôle, même plus classique? Mhm. Et donc, je me demandais, est-ce que cette pratique du tous MJ, du 100 MJ, du jeu de rôle narratif, etc., est-ce que ça t'a apporté des choses que tu pourrais ramener dans du jeu de rôle plus classique et que tu trouverais intéressant à introduire? Je pense qu'aujourd'hui, enfin, voilà, on est 50 ans après les premiers jeux de rôle solo, 50 ans après les premiers jeux de rôle sans MJ. Le premier jeu de rôle sans MJ, c'était En Garde, hein, c'était dans les années 76, je crois, 77. Voilà, les jeux de rôle tels qu'on a l'habitude de les connaître ont bien entendu les auteurs et les joueurs de jeux de rôle ont assimilé tous ces trucs-là. Depuis les années 90, ça a pris énormément, ça a pris un bon gros boost d'accélération du fait d'Internet. C'est-à-dire qu'on a arrêté de distribuer les jeux dans le commerce ou sous la forme de polycopiés et on a eu des sites, des blogs, des gens qui ont partagé ça. Fin des années 90, il y avait déjà des grosses publications de jeux sans MJ, puis arrivé des initiatives comme The Forge, qui a permis notamment de faire un gros coup de projo et tout ce qu'on appelait après l'édition indé de jeux de rôle, c'est-à-dire le fait de s'autoriser à publier soi-même des jeux de rôle, etc., etc. Donc, bien entendu, toutes ces pratiques, que ce soit avec un MJ qui tourne, sans MJ, tous MJ, tout ça, ça profite énormément. Ça se, c'est très peu étanche, sauf quand on veut vraiment avoir une pratique bien spécifique et on se dit, bah là c'est le MJ qui est arbitre et on veut jouer de telle façon. Moi, je prends énormément de plaisir également à jouer à des jeux de la mouvance du début des années 2000, l'OSR, où tu as un MJ impartial qui est simplement l'arbitre de l'univers et qui est un peu vraiment froid et qui va
déterminer de manière très très froide l'interface entre les personnages, joueurs et l'univers. Qu'est-ce qu'on peut profiter Il y a un truc qui est très simple, hein. Vous parlez beaucoup de PBTA sur votre chaîne. Les PBTA, par exemple, le fait de poser des questions ouvertes aux joueurs. Le joueur vous dit bon alors, il est là le garde, une fois que j'ai ouvert la porte. Le MJ te pose la question du style je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Il était là à ce moment-là ou pas? Le simple fait de faire ça, tu donnes un énorme pouvoir sur la fiction à ton joueur qui va décider si oui ou non il y avait un garde, si oui ou non la prochaine complication ça va être de passer ce garde ou pas, quoi. Ça veut dire qu'à DD, on pourrait Euh, faire ça aussi. On pourrait parfois demander l'avis des joueurs. et oui, tout à fait, ouais. Ah, c'est pas sale en fait. Et Ah, je pense que vraiment le jeu de rôle pour moi c'est une pratique, c'est une activité. C'est pas un livre de jeu avec des règles. En fin de compte, le livre des jeux avec des règles il est très très important, hein. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à lire des règles de jeu, à en écrire, etc., à digérer, à essayer de les restituer au mieux à la table. Mais en fin de compte, ce qu'on fait à la table, ça dépend bien de nous, en fait. On fait bien ce qu'on veut de ce fichu livre de règles et de ce fichu scénario. Donc, c'est vraiment à chacun d'adapter ça. Et en me penchant un petit peu sur l'histoire du jeu de rôle, en fait, je me suis aperçu que les rôlistes font ça depuis le début. C'est-à-dire que chacun vient bien avec ses pratiques et que tant que tout le monde s'amuse à la table et que tout le monde est OK ou pas pour avoir un peu plus de liberté de narration, être un peu plus MJ, grosso modo, et des fois, et un peu moins simplement le joueur qui incarne ce PJ. Donc tout le monde s'amuse et tout le monde est OK avec ça, bah, c'est très très cool, il faut le faire, quoi. ok. Et si on. À part, c'est pas du JDR, si on cherche des ressources sur internet, tu conseillerais d'aller voir quoi sur ce sujet vaste des jeux. Non, un ou deux sites. À part, c'est pas du JDR. Toi, tu as bien peut-être des Ah, choses. bon, alors après, c'est pas du JDR, il y a un gros site, il y a deux gros sites de ressources qui publient des jeux sans MJ en format PDF, donc c'est DriveThruRPG et itch.io, sur Mhm. lequel on trouve énormément de choses. Moi, je vous invite également à aller découvrir sur le format blog pour essayer sur le côté un petit peu information digérée, sélectionnée, triée, parce que DriveThru RPG et Itch.io, c'est quand même des milliers de références, hein. Faut aimer aller s'y perdre et trouver les bons auteurs, trouver les bons auditeurs qui publient ce genre de jeu. Je pourrais citer le blog de Gulix, Nicolas Ronvel, qui est un éditeur indépendant de jeux de rôle, qui a traduit énormément de settings pour Fiasco, justement, c'est comme ça que je l'ai connu, et qui fait une veille sur ces jeux-là également. En termes de contenu à digérer façon actual play, je vais citer un petit peu la concurrence, mais tu peux aller voir, c'est les concurrences. Des actual play exclusivement ou presque, on va dire 99% de jeux de rôle sans MJ qui s'appelle un MJ de trop. Vous allez trouver ça sur YouTube. C'est Pour Bellefeuille vous qui fait rendre compte, ça, c'est en ça? fait, compte, c'est quoi le. Voilà, c'est Bellefeuille, l'ami Bellefeuille qui fait ça. Pour vous rendre compte un petit peu des feelings qu'on peut avoir et des différences, en fait, de tonalité, vous verrez qu'il y a énormément d'ambiances différentes qui vont de la grosse déconnade au truc d'introspection sombre, vachement recherché, à la quête d'aventurier. Enfin, il y a vraiment. C'est plutôt pas mal ça. Enfin, si vous aimez, si vous êtes consommateur d'actual play, allez voir sa chaîne. Et il y a également énormément aujourd'hui, on a la chance d'avoir pas mal d'auteurs qui font des tables rondes, qui font des exposés là-dessus. Là, je pense tout de suite au festival qui a eu lieu il y a quelques semaines au Québec avec le festival Draconis, dans lequel il y a eu une table ronde sur le jeu sans MJ, qui est passionnant. Parce que, pourquoi je dis c'est passionnant? Parce que on arrive à une époque où on a passé un petit peu le côté, dans les années 2010, il y avait vachement un petit peu un côté clan en fait dans les jeux de rôle. Les gens étaient, moi je joue avec un MJ, moi je joue sans MJ, et les gens avaient un petit peu un côté revendication par rapport à tout ça. Ils essayaient de défendre un petit peu des sortes de chapelles qui n'existaient pas. Et j'ai l'impression que quand même, 11 ans après, on est quand même passé, on a mis quand même tout ça derrière nous quand même au niveau des communautés. Et aujourd'hui, on a des rôlistes qui jouent à tout type de jeu, qui kiffent tout type de jeu et qui arrivent à parler de pratiques un peu space, hein, parce que le genre sur MJ, ça reste quand même très particulier. Faut être tombé sur un jeu, faut s'y être intéressé, ou alors faut avoir un copain qui t'a fait découvrir cette nouvelle façon de jouer, parce que c'est des nouvelles façons de jouer en fin de compte, hein. On sort vraiment de nos habitudes. Mais voilà,
les gens arrivent à parler aussi bien de jeux avec MJ ou de jeux sans MJ en se respectant et en respectant les autres. Parce que c'est ça qui est vraiment important en fait. On n'est pas là. Enfin, il peut y avoir encore des zinzins qui l'affirment, dire que notamment le jeu sans MJ, c'est pas du JDR, mais voilà, ouais, j'ai l'impression qu'on a vraiment dépassé ça et il y a aujourd'hui énormément de contenu super super intéressant pour découvrir les jeux sans MJ, pour découvrir les jeux solo, euh, pour redécouvrir des choses qui ont toujours existé. Par exemple, le jeu épistolaire, qui est un jeu sans MJ aussi, qui se fait par l'envoi de courrier, par l'envoi d'emails, par l'envoi de SMS, par l'envoi de lettres manuscrites, par exemple. C'est en plein boom, de même que le jeu solo. Il y a un gros gros revival là-dessus. J'ai dénombré il n'y a pas longtemps, rien que sur la plateforme Itch.io, on a référencé ça. Il y a une personne qui s'appelle Angela Quidam, qui est une personne vraiment, vraiment impliquée dans le jeu de rôle sur Internet, qui a recensé 1300 jeux de rôle solo publiés depuis 3 ans. D'accord. Ouais, c'est pas mal. C'est un Ça bon. commence à faire, hein. J'ai Ça regardé commence sur à le faire. GROG Ouais. il y a pas longtemps, j'ai compté, il y a 1400 jeux référencés sur le GROG. Là, on a 1300 jeux solo. Ça commence à faire pas mal de poids quand même en termes de. Alors, c'est pas le même volume, hein, Ouais, bien sûr. mais ça fait pas mal de présence quand même. C'est intéressant en tout cas. D'accord. Et on parle de jeux solo, bah, dans les trucs qui sont rigolos, c'est qu'un jeu solo, bah, c'est quoi? C'est un jeu où tu vas être à la fois PJ et à la fois MJ. Eh bien, tu as des outils pour être MJ. Donc, qui dit outils pour être MJ, ça peut être également des outils qui peuvent être repris à une table en tant qu'aide de jeu pour un MJ. Et là, je pense notamment à un système que j'ai vu il n'y a pas longtemps qui s'appelle le One Page Solo Engine. Je t'invite à aller le voir parce que c'est très rigolo. Ça a été traduit en plus en français tout récemment. C'est un document de 3 pages qui, grosso modo, te permet d'être MJ dans un jeu Powered by the Apocalypse, vraiment les mains dans les poches. Parce D'accord. que le système en 3 pages te résume un peu toutes les actions de MJ sous la forme de table aléatoire. Et c'est vraiment sympa parce que c'est vraiment découpé comme du PBTA. Et tu peux vraiment en profiter à fond, quoi. Et c'est différent, parce que Iron Sword fait ça aussi, me semble-t-il. C'est un peu bêta Iron aussi. Sworn, ouais. Ouais. Iron Sworn, ouais, tout à fait, ouais. Alors Iron Sworn, c'est un jeu qui a un succès mérité et qui est vraiment très très sympa pour ça. Ce jeu-là peut se jouer avec un MJ, il peut se jouer sans MJ avec plusieurs joueurs, il peut se jouer sans MJ en solo. Et ça, c'est vraiment excellent parce que avec un même PDF, qui est d'ailleurs disponible gratuitement en français, tu peux vraiment adapter ça à ta pratique. Tu peux même varier, panacher, faire ça quand tu es seul, pouvoir le retrouver avec le même système que tu as à ta table, le même plaisir, mais solo. Et ça cartonne parce que les gens sont demandeurs de ça. Pendant le confinement, il y a eu un énorme boom sur les jeux solo, bah ou sur les jeux à 2 joueurs, bah parce que forcément on se retrouve dans des espaces réduits avec très peu de personnes, donc les gens s'intéressent à ça, quoi. Euh, En résumé, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que, bien entendu, le rôle de MJ est très important et, euh, et on continue à tous prendre du plaisir à rejoindre des parties avec MJ et ça répond vraiment à une attente, à une certaine façon de jouer au jeu de rôle, qui est la plus répandue et à forte raison, hein, parce que c'est ce qui permet vraiment un type d'expérience qui est très déterminé. Mais c'est vrai que le MJ, depuis 50 ans, on a beaucoup joué avec. Et le MJ, c'est un outil comme les autres en fin de compte. Je dis pas ça pour déshumaniser les MJ, hein, mais c'est vrai qu'en fin de compte, le MJ, il remplit un certain nombre de rôles et ce rôle, on peut vraiment s'amuser avec. Donc, il y a encore, sans doute encore énormément de choses à inventer là-dessus. Euh, on voit de plus en plus sur des formats dématérialisés, sur des applications. Aujourd'hui, on pourrait très bien imaginer à terme avoir des MJ complètement remplacés par, pourquoi pas une IA, pourquoi pas une application, pourquoi pas des choses comme ça, quoi. Et que vraiment, voilà, j'invite les gens qui ne connaissent pas les jeux, qui jouent avec le MJ à s'intéresser à ça, parce que au final, ça ne peut que ajouter des choses sympas à nos pratiques. Ça peut que augmenter le plaisir euh, de l'expérience des rôlistes que de s'intéresser à ça. Ça ne retranche jamais rien, en fait. Et puis alors, on a tout à fait le droit de ne pas aimer de jouer avec ça. C'est bien entendu tout à fait OK, quoi. Moi, je trouve l'intérêt de faire cela, même si c'est pas obligatoirement ce que j'aime le plus faire en jeu de rôle, parce que j'aime bien le MJ, j'aime bien le hasard, etc. Mais ce genre de jeu, j'adore Fiasco. C'est
un Ah oui, des ça je sais. rares jeux qui J'avais remarqué. voilà, mais c'est des jeux qui t'apprennent à lâcher prise et qui t'apprennent surtout à ne pas te retenir quand tu veux ajouter quelque chose autour de la table. Parce que la pratique du jeu de rôle classique avec un MJ, souvent ça peut t'apprendre en gros, bah t'es là, t'es joueur, et puis tu fermes ta bouche quand c'est pas ton tour, et ton avis ne sort, enfin ne peut pas, tu peux pas tout faire, tu peux pas tout tenter, et ton imagination, elle est bloquée par le MJ qui a l'autorité narrative. Et de temps en temps, remettre en question qui possède cette autorité, ça te permet de te rendre compte que pour celui qui la possède, et pour ceux qui pensent ne pas la posséder, que justement, en fait, ils peuvent jouer plus ensemble. Et je trouve qu'on l'apprend bien quand on a pratiqué un peu les jeux de rôle tous MJ ou sans MJ. Moi, je préfère dire tous MJ, mais... Ben, oui, c'est vrai c'est vrai qu'on parlait de mécanisation, le fait de passer, d'avoir une interface entre univers, joueur, passer par une interface unique, ou même des fois les MJ ils peuvent être plusieurs, hein. Moi j'ai eu d'excellentes parties où on était plusieurs MJ, c'était très très rigolo. Enfin, bref, il y a une interface entre l'univers d'imaginaire et les joueurs, bah, on arrive à des situations où on dit tout le temps, enfin on pourrait dire, parce que bien entendu les gens aussi s'amusent avec ça, et ça fait très longtemps qu'il y a des jeux de rôle classiques où les joueurs se parlent différemment, heureusement, mais on pourrait tomber un peu dans le côté, bah je tente de faire ça, est-ce que ça marche? Le MJ regarde sa table de correspondance des difficultés, il fait voir, fait un jet, dis-moi voir, ah bah non ça marche pas. Ça crée une certaine façon de discuter, c'est-à-dire qu'on discute forcément avec... moi, je suis informaticien, donc du coup, ça me parle. J'envoie une requête, la requête est analysée, on m'envoie une réponse, ah bah coucou cadeau, bah non, c'est bon, c'est pas bon. Ça fait un certain flow, en fait, à la table. Et tout à l'heure, on parlait des comptes autour du feu. Euh, on peut arriver à quelque chose de plus fluide dans l'échange de paroles à partir du moment où ce que tu dis est vrai tout de suite. Forcément, ça crée des situations bien différentes. Venez sur une table où on joue un jeu Belonging Outside Belonging, où vous verrez qu'on est sur des discussions qui sont beaucoup plus fluides. On est vraiment sur du lâcher prise et sur de l'ambiance très très à la cool, parce que tout le monde est en train d'écouter tout le monde récupère les informations, les propositions de tout le monde et joue avec. C'est d'autres façons de s'amuser. Ça peut ne pas plaire, ça peut ne pas fonctionner avec votre façon de jouer, avec votre façon de penser, de kiffer les jeux de rôle. Si vous aimez ça, bah, je peux pas vous le garantir, hein, mais ça peut être le début d'une aventure sympa dans votre pratique du jeu de rôle. Moi, je suis tombé dessus, voilà, c'était en 2012 quand je me suis remis au jeu de rôle après 10 ans de pause. C'était Fiasco, c'était Prosopopée, ça a été après plein de chouettes aventures, et voilà, Et il y a donc, vraiment de quoi découvrir. et donc, si on est curieux, où est-ce qu'on va sur Internet pour rencontrer des joueurs qui Ah, proposent ça? vous allez sur l'auberge virtuelle. Je ne peux que trop vous recommander l'auberge virtuelle. N'est-ce pas, mon cher Matt? Oui, d'accord. Eh ben oui, Non, quoi. mais c'est très bien, non, l'auberge virtuelle, tout à fait. Et donc, c'est quoi? L'auberge virtuelle, C'est pas le seul endroit, rassure-moi, où on peut... ils sont vachement open là-dessus. Il y a Opal Rollist qui fait énormément d'initiations en ce moment. Moi, je les vois passer sur les réseaux sociaux. Ils font plein de soirées jeux de rôle initiation, et on va avoir des jeux tous MJ, des jeux avec plusieurs MJ et un seul PJ. Il y a plein de trucs très très rigolos. Allez voir Opal Rollist, c'est très cool pour ça. Après, j'ai une connaissance assez limitée des Non, mais communautés comme déjà, à ça de l'auberge jeux. virtuelle, au Pal Rolly, si tu me dis, voilà. Et Ouais, clairement. j'imagine que Vient t'as un des... Discord aussi, si on veut te veut Ouais, rencontrer voilà, sur... allez sur celui-pas-du-JDR.fr, il y a un Discord, vous trouverez ça dans la navigation. Venez me poser des questions sur le Discord, allez cliquer sur le Discord et venez me poser des questions. Il y a pas mal de monde sur ce Discord, on est plus de 500, je crois, maintenant. Et il y a plein de gens qui sont super contents de vous partager, de vous conseiller des jeux en fonction des ambiances, en fonction de vos expériences, en fonction du type de public avec qui vous vous adressez, parce que on joue différemment à des jeux sans MJ avec des enfants, avec des personnes âgées, ou avec des rôlistes qui ont tant d'expérience derrière eux, quoi. Il y a plein de façons de se mettre dans le bain, en fait. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup, Mathieu. B. Ben, je t'en prie, Mathieu. D'être venu nous parler de comment on peut jouer avec le MJ, de comment on a déjà joué avec le MJ, et comment aujourd'hui, quelles propositions on a pour jouer avec, sans, tous MJ. Voilà.
pour un peu dépasser les frontières connues. Eh bien, Ce n'est pas sale. Voilà. Jouer avec votre MJ. Merci de nous avoir écoutés, d'être allés jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces et à surtout faire des commentaires. On lit toujours tous vos commentaires. Et c'est Axel souvent qui répond. Il serait obligé de répondre à des commentaires d'une émission dans laquelle il n'a pas participé. Exactement. Bon Voilà. courage, Axel. Salut. On te fait des bisous. Bonne soirée, bonne journée et à bientôt. À bientôt. Salut.